Salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que tout va bien dans vos vies. Comme le monde est particulièrement sombre en ce moment, j'ai choisi de parler d'un sujet joyeux, puisqu'il s'agit de guerre. Mais en vrai, il s'agit probablement de la guerre la plus mignonne qui soit, puisqu'elle oppose deux pays qui sont pas connus comme étant particulièrement belligérants. Il s'agit d'un côté du Canada et de l'autre côté du Danemark. Mais alors comment deux pays en apparence si éloignés peuvent frôler l'incident diplomatique et ce depuis des décennies? Eh bien parce qu'ils sont pas si éloignés que ça en vrai. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo où je vous apprenais que le Groenland appartenait à cette énorme puissance transcontinentale qu'est le Danemark. Bon, depuis tout le monde le sait puisque Trump a voulu racheter le Groenland et que ça nous a tous fait bien rire, y compris les Danois. Or le Groenland, c'est pas si loin du Canada que ça. Si on zoome sur le globe où personne ne connaît grand chose, on voit que d'un côté nous avons le Groenland, qui est danois, et que de l'autre côté nous avons le Canada, qui est canadien. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est comme ça que ça fonctionne, je crois. Mais y a-t-il eu pour autant une bataille militaire sanglante entre les forces danoises et la flotte canadienne dans cette mer si reculée du monde, qui s'appelle la mer de Baffin? Vous le retiendrez pas, mais je vous le dis quand même parce que le seul moyen que j'ai trouvé pour savoir si ça se prononçait Baffin ou Baffin, c'est cette vidéo. À l'écoute de cette merveilleuse chanson, vous ne savez qu'il ne peut y avoir eu que de l'amour in Baffin Bay. Non, pour trouver la raison de cette chamaillerie, il faut aller plus au nord. Ici se dessine le détroit de Nares, ou de Nar, mais je pense que c'est de Nares. Un détroit si étroit que la frontière marine entre le Canada et le Danemark se rencontre. Et pour dessiner les frontières maritimes de deux pays qui se font face, le plus souvent, on tire un trait au milieu, comme ça. Voilà, c'est ce qui a l'air d'être le cas ici et qui a pas l'air de poser particulièrement problème, non? Mais si on zoome juste ici, je vous présente l'île Hans, ou Han, je ne sais pas comment ça se prononce. Pour rester dans le cliché, on va le prononcer l'île Hans. L'île Hans est un caillou en plein milieu d'un détroit le plus souvent glacé. D'à peine plus d'1 km², il fait pourtant l'objet de discorde depuis les années 70 à peu près. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'il a eu la bonne idée de passer pile au milieu. Et évidemment, dans ces conditions floues, les deux pays revendiquent le caillou comme s'il avait une valeur inestimable à leurs yeux, vraiment, c'est vraiment vital pour eux qu'ils l'obtiennent. Mais alors qu'y a-t-il de si important sur ce rocher pour que les deux pays s'arrachent et se fritent la gueule depuis 40 ans? Bien en soi c'est pas l'île Hans qui est le principal objet de la discorde, mais ce que permet son contrôle. En effet, contrôler ce caillou, c'est avoir une mainmise beaucoup plus importante sur le passage Kennedy, seul passage maritime permettant de contourner le Groenland sans avoir à contourner les grosses îles canadiennes qu'il y a à côté. Or, dans un contexte de changement climatique beaucoup plus intense ici qu'ailleurs dans le monde, cette route, aujourd'hui majoritairement glacée et impraticable grosse partie de l'année, va être de plus en plus praticable. Et posséder ce caillou, c'est renforcer son influence sur une probable future route marine pétrolière. Oui, encore du pétrole. Bref, ça sert avant tout des aspects économiques avant de servir des aspects écologiques, vous êtes habitués, vous le savez, voilà. Change pas une équipe qui perd. Quand Trump voulait racheter le Groenland, c'était pas pour faire muse, Mais alors, à qui donc appartient l'île? Le Danemark, pour assurer sa souveraineté, a des arguments solides. La Cour permanente de justice internationale a reconnu le Groenland comme étant danois en 1933, et même si dans cette reconnaissance l'île Hans n'était pas mentionnée, elle fait basiquement partie du même bloc géologique que le Groenland, et puis même si on croit qu'elle passe au milieu, en réalité elle est légèrement plus proche du Groenland que le Canada. Mais les Canadiens aussi ont des arguments solides. Pour eux, l'île Hans est à eux puisque c'est un explorateur britannique qui l'aurait découverte. Alors d'un côté on a des arguments juridiques de proximité et géologiques, et de l'autre côté on a un hypothétique explorateur dont on ne connaît même pas l'identité. Vous avez pas l'impression d'être un petit peu léger les Canadiens sur vos arguments quand même? Alors du coup, quand il a fallu définir la frontière maritime en 1971, les deux pays revendiquaient le caillou, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mais plutôt que de se foutre sur la gueule pour un rocher perdu, ils ont laissé la question en suspens, pendant très longtemps. Et depuis, les deux gouvernements se titillent sur le sujet, ils se font des petites fourberies d'enfants de 6 ans, c'est mignon. Dès les années 1980, une compagnie pétrolière canadienne a conduit des recherches sur l'île sans l'accord des gouvernements canadiens et danois. Que quoi? Des compagnies pétrolières ont profité d'un flou juridique? Non! Pas content, le ministre danois du Groenland a fait un petit tour sur l'île Hans en 1984 et y a laissé le drapeau danois,
un petit message bienvenue sur l'île danoise, et une petite bouteille de schnapps, histoire qu'on puisse repasser faire un apéro en famille quoi. Les Canadiens ont râlé, et en réponse ont fait strictement la même chose. Ils ont planté le drapeau canadien, ils ont laissé un message, et une autre bouteille d'alcool. On est à ce niveau-là de conflit, hein. On est sur un conflit de trolls. L'offensive des Canadiens n'a pas empêché les Danois de replanter leur drapeau en 88, en 95, en 2002 et en 2003. À ce rythme, elle va ressembler à un gâteau d'anniversaire géant avec autant de drapeaux qu'il y a de bougies, tu sais. Tout s'est accéléré en juillet 2005 quand des soldats canadiens y ont ramené une sculpture traditionnelle inuite et y ont planté leur drapeau. Une semaine plus tard, c'est le ministre de la Défense du Canada qui y a posé les pieds. Et après une offensive violente de pubs sur Google, qui disent basiquement « L'île Hans est canadienne » ou « L'île Hans est danoise », voilà, on est sur ce niveau-là, c'est de la propagande Google. Les Danois sont revenus y planter un drapeau 2 semaines plus tard. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Pour éviter une escalade, les diplomates des deux pays se sont dit « Bon, il vaudrait mieux qu'on se rencontre le mois prochain lors du 60e de l'ONU pour qu'on puisse fixer la chose définitivement et qu'on n'en parle plus, non ?» Et pendant ce sommet, aucun accord ne fut trouvé. Mis à part, laisser la question en suspens. On sait bien faire chez nous. Cette guerre n'a pas empêché les scientifiques danois et canadiens conjointement à installer une station météo automatique sur l'île 2 ans plus tard, en 2007. Comme quoi l'être humain peut cesser d'être futile lorsqu'il s'agit de faire des bonnes choses. En France, un explorateur a même lancé une pétition pour que l'île devienne une terra nullius, une terre qui appartienne officiellement à personne. Et ce afin de freiner un peu la prospection pétrolière dans une zone où les ours polaires sont décimés et où la banquise fond à une vitesse folle. D'ailleurs, une petite initiative pour être citoyen virtuel de l'île existe et c'est gratuit. Ça coûte quand même moins cher que de devenir Lord de Sealand. J'ai dépensé plus de 50 balles là-dedans. Lord Antoine Daniel, Principality of Sealand, Registration, Deed of Individual Noble Title. Je ne sais pas où ça en est, mais apparemment les deux pays se dirigeraient plutôt vers scinder l'île en deux, avec une frontière terrestre. Et si cela se passe comme tel, les deux parties de l'île auront 2 heures de décalage. Ce sera littéralement possible d'y chercher midi à 14h. Ouais. Bref, on est encore arrivé dans un endroit en foutant le bordel alors qu'auparavant les populations inuites s'y portaient plutôt bien. D'ailleurs ce sont les grands absents de ce débat, les inuits et les populations natives. Et après tout, est-ce que ce serait pas eux qui auraient plus la légitimité qu'un autre? Maintenant c'est à vous de faire vos paris. Est-ce que l'île Hans va devenir canadienne, danoise, aucun des deux, les deux, ou une terre inuite, ou une terre de drapeau, ou une terre de whisky et de schnapps? Parce que vu la vitesse à laquelle il dépose des bouteilles d'alcool dessus, je pense qu'on peut rapidement ouvrir un bar. Hein. En parlant d'alcool, je vais vous laisser puisque moi, un apéro m'attend sur l'île Hans, et c'est pas que j'ai de la route à faire pour y aller, mais c'est pas tout proche non plus. Hein. Alors avant de partir, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager surtout, et de t'abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Au revoir.